Bonsoir Fanny. Bonsoir Navid, bonsoir à tous. Qui parle de cette possibilité d'une médiation chinoise? Mais il y a ceux qui veulent lui donner sa chance. Volodymyr Zelensky lui-même qui a eu cette petite phrase que la Chine commence à parler de l'Ukraine et envoie certains signaux. C'est un point très positif. Emmanuel Macron, on l'a déjà dit ici même, qui indique même qu'il veut se rendre à Pékin dans les semaines qui viennent. Et puis il y a ceux qui sont déjà convaincus même. C'est le cas de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, ami de Pékin de longue date. Écoutez. La Chine, c'est sans doute l'un des pays, sans doute le seul vraiment puissant qui peut avoir une influence sur Poutine. Donc il peut le mettre à la table des négociations. En tout cas, c'est les seuls qui peuvent écouter. Pourquoi y aurait-il des raisons d'y croire? Eh bien, c'est Renaud Girard, l'éditorialiste de politique internationale du Figaro, qui le dit ce matin. Il dit même, je cite, que seul Xi Jinping peut raisonner Poutine et obtenir de la Russie qu'elle renonce à ses prédations territoriales. Pourquoi? Première raison, parce que précisément la Chine est l'allié de la Russie et que son rang de deuxième puissance mondiale peut, je cite toujours, offrir une porte de sortie honorable à Poutine. Écoutez Renaud Girard. Si elle se met à fond dans la diplomatie, elle peut peut-être convaincre Vladimir Poutine, qui sauvera sa face, parce que Vladimir Poutine peut céder face à son ami chinois au nom de la préservation de la paix mondiale, alors qu'évidemment, il ne peut pas capituler en rase campagne face à son ennemi Zelensky. Deuxième raison d'y croire, toujours selon Renaud Girard, Vladimir Poutine a en fait déjà commencé à préparer le terrain à d'éventuelles négociations en se plaçant dans ses prises de parole en situation d'agressé, de victime d'une attaque de tout l'Occident réuni. Écoutez encore Renaud Girard. Lors de son dernier discours, Vladimir Poutine a pratiqué l'inversion accusatoire. Et donc il a dit que c'est la Russie qui avait été agressée par l'OTAN. Et donc tout pays agressé peut demander l'aide de ses amis, et donc par exemple de la Chine. C'est ça, je ne reconnais pas que mon attaque a échoué. Je suis agressé par les plus grandes puissances mondiales, et notamment les États-Unis. Donc je m'en remets à la Chine pour m'aider à subsister d'une certaine manière. En tout cas, c'est ce qu'indique Renaud Girard. Mais est-ce que la Chine propose vraiment un plan de paix détaillé, Fanny, avec le recul? Certains n'y voient qu'une suite de principes généraux. La cessation des combats, le point 3, la sécurité des centrales nucléaires, le point 7. Bien sûr, remarque Renaud Girard, certains de ces principes peuvent choquer. La Chine ne fait par exemple aucune différence entre l'agressé et l'agresseur. Et elle demande, regardez, point 10, la fin des sanctions contre la Russie. Mais d'une certaine manière, il ne s'agirait que d'un habillage. Pour lui, il y a un point essentiel, le premier, respect de la souveraineté, qui est la revendication majeure de Kiev depuis le début de cette guerre et qui va à ce point donc directement, clairement, dans le sens de l'Ukraine. Écoutez à nouveau Renaud Girard. Pourquoi est-ce que la Chine peut être intéressante pour Zelensky? Certes, elle ne condamne pas l'agression russe, certes, elle n'a rien dit dans son plan de paix en 12 points des crimes de guerre commis par l'armée russe sur le territoire ukrainien, mais elle insiste sur la souveraineté, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et c'est quelque chose évidemment qui intéresse beaucoup le président Zelensky. Merci Fanny. Je voudrais tout de suite vous faire entendre une autre voix. Celle, je le disais, du porte-parole du département d'État américain, c'est-à-dire l'équivalent de notre ministère des Affaires étrangères, Ned Price. Alors il ne dit pas, et on le comprend, la Chine est la rivale systémique des États-Unis. Il ne dit pas « vive la Chine, elle va nous sauver de cette guerre ». Mais enfin, il a une manière de laisser la porte ouverte tout de même qui est assez remarquable et qu'on n'avait pas vraiment entendu jusque-là. Écoutez Ned Price. There are countries around the world that have leverage with Russia that we just don't have. It is undeniable that the PRC has a relationship with Russia that the United States does not have at this moment. It didn't have prior to February 24th of last year. It hasn't had in recent years. When it comes to the PRC and Russia, that's a relationship that has been deepening in recent years. So if China were serious about seeking to bring an end to this war, it would have influence, it would have leverage over the government in Moscow. Montage Élodie Salé. Alors ma question va s'adresser, et ça va être la même à chacun d'entre vous. Est-ce que vous croyez
en la possibilité de cette médiation. Qui veut commencer? Vous avez entendu le raisonnement de Renaud Girard. Galia, c'est à vous. Moi, je pense qu'il ne faut pas donner un tel poids à Renaud Girard. Je le connais très bien. C'est quelqu'un qui a été toujours, depuis plusieurs années, ostensiblement pro-russe. Vous savez, lui, c'est quelqu'un à qui Vladimir Poutine confiait d'être interviewé. Vous voyez? Parce que la logique du Kremlin... vous, David, si demain vous demandez un entretien avec Poutine, c'est pas du tout sûr que vous l'aurez, parce que c'est le Kremlin qui choisit ses interlocuteurs. Il m'est arrivé de l'interviewer dans le passé 2 fois, oui, mais bon, ça c'était. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, Renaud Girard, il a pris une position relativement, disons, modérée depuis le début de ce conflit, parce que ce que fait la Russie est indéfendable, mais dès que la possibilité s'est offerte de promouvoir quand même un point de vue qui est plus sympathique pour les Russes, disons. Bon, mais sur le fond, Galia, sur le fond et sur son raisonnement. Voilà, sur le fond, je pense que c'est pas du tout réaliste, parce que il y a quelque chose de fondamental dans l'opposition maintenant entre la Russie et l'Ukraine. Et ce point fondamental, c'est le fait que, en plus de la Crimée, 4 autres régions de l'Ukraine, qui ne sont que partiellement occupées militairement, ont été annexées dans les frontières administratives de ces oblasts. Et pour vous, ça empêche Poutine aujourd'hui d'y renoncer? Bien sûr. Poutine ne peut que accepter donc une trêve, un armistice, un plan de paix quelconque, qu'à condition qu'il a ces 4 régions. Parce que la constitution russe l'enjoint maintenant de défendre le territoire qu'il a annexé. Enfin, c'est ça le très grand problème. Le raisonnement de Renaud Girard, c'est de dire la Russie est à ce point en difficulté, elle a lancé sa contre-offensive, elle n'arrive même pas en 6 mois à conquérir Bakhmout. Ce sera sans doute le cas dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, mais c'est maigre. Elle est à ce point en difficulté qu'elle n'aurait pas vraiment le choix. Mais vous savez, nous ne pouvons pas savoir, bien sûr, Poutine va vous dire que l'opération se déroule selon le plan préétabli, tout va bien, etc. Entre-temps, dans les régions de la Russie qui sont proches des frontières ukrainiennes, comme région de Belgorod par exemple, on est en train de construire des tranchées fortifiées. Des fortifications, parce que... Dans le territoire russe. Donc, on aurait pu penser que Poutine pourrait céder, mais je ne donne pas cher vous croyez qu'il restera inflexible, de son pouvoir et même de sa vie. S'il cède. S'il cède et s'il se retire, alors... Les 200 000 morts, blessés graves, tous ces estropiés, etc. Il dira, j'ai été attaqué par l'Occident. Enfin, je ne suis pas le stratège, le conseiller de Vladimir Poutine. Tout le monde n'est pas fou. Et ce plan, il n'est absolument pas concret. C'est juste wishful thinking, comme on dit en anglais. Voilà. Jean-Dominique, est-ce que vous y croyez? Pas la réponse, mais je crois savoir où on peut la trouver. On peut la trouver à Washington et on peut la trouver sur le champ de bataille. Pourquoi à Washington? Parce que l'administration américaine est divisée sur cette question entre des gens qui considèrent qu'il va falloir laisser une sorte de porte de sortie à Vladimir Poutine, un narratif, comme on dit aujourd'hui, qui lui permettra justement, comme vous le disiez, j'ai été attaqué, voilà. Bon. Et d'autres qui disent non, il faut le détruire. Tout faire pour qu'il une fois qu'il sera à terre. Donc ça, l'administration américaine est divisée. Une chose est sûre, c'est que d'un point de vue diplomatique, on ne peut pas dire à quelqu'un qui vient avec un plan de paix, tu dis n'importe quoi, range-le dans ta poche. On est tous pour la paix. Donc c'est pour ça que les Chinois arrivent avec un plan de paix. C'est pour ça que Zelensky lui-même a un plan de paix en 10 points. On y croit pas à ces plans de paix. Mais on ne peut pas fermer la porte d'entrée à quelqu'un qui arrive avec une bonne intention. Mais à Washington,
on n'acceptera jamais de donner une victoire diplomatique de cette ampleur à Pékin. Ce serait, il ne faut pas oublier, c'est le vrai ennemi Pékin pour Washington. Et donner à Pékin le prix Nobel de la paix du siècle, en disant finalement c'est les Chinois qui ont réglé le problème entre l'Ukraine et la Russie, ça, il n'y a pas un Américain raisonnable qui peut imaginer cette hypothèse. Le deuxième endroit où on peut trouver la réponse, c'est sur le champ de bataille. En fonction de ce qui va se passer, ça on l'a déjà dit à plusieurs reprises sur ce plateau, dans les offensives en cours. Si l'offensive russe actuelle échoue comme elle semble échouer, et que l'offensive... il va y avoir une offensive ukrainienne. Il va y avoir l'issue de cette offensive ukrainienne, dont on ne sait rien. Peut-être qu'elle va échouer, mais peut-être qu'elle va réussir. Et une fois qu'on saura ça, là, on pourra répondre à la question. Donc pour l'instant, oui, on voit des choses se faire. Les gens font de la diplomatie. Bon, les Chinois disent ça. Bah oui, c'est pas mal. Il faut écouter. On peut pas humilier les Chinois en leur disant rentrez chez vous, occupez-vous de vos affaires. Mais on ne peut pas non plus. Les Américains ne peuvent pas non plus leur sauter dans les bras en disant allez-y les gars, réglez le problème et imaginez Xi Jinping prix Nobel de la paix l'année prochaine. Guéric. Inimaginable. Galia nous dit Poutine restera forcément inflexible puisqu'il a annexé ces 4 territoires. Jean-Dominique nous dit les États-Unis ne laisseront pas les Chinois mener cette médiation jusqu'à son terme. Et vous ? Alors, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, mais si on va dans l'opinion inverse, on peut quand même se dire que par élimination, les Russes ne peuvent accepter qu'une idée qui ne vient pas d'Occident. Une bonne idée aux yeux des Russes ne peut pas venir de la Maison-Blanche ou d'un pays qui soutient l'Ukraine. Même la Turquie. Donc, la Turquie fournit quand même beaucoup de drones à l'Ukraine. L'Inde serait un meilleur client. Peut-être. Donc vous dites en clair... La Chine pourrait apporter, mettre une pièce dans le jukebox, comme on dit, pour déclencher un processus, pour déclencher un cercle un peu plus vertueux, avec évidemment des objectifs propres à la Chine, qui sont évidemment d'apparaître comme un nouveau leader mondial. Dans la suite de l'affaire du ballon au-dessus des États-Unis, où la Chine montrait qu'il pouvait survoler le territoire américain, c'est évidemment un nouveau signal. Et puis Poutine est pressé, je pense, de terminer ce conflit, parce qu'à un moment vous pensez que Poutine est pressé ? Il est quand même dans une situation très inconfortable. On a publié une interview sur le.fr du général de Bavachov, qui était le commandant des troupes de la coalition en Afghanistan. Lui dit que, je cite, exposer l'armée russe à un tel désastre, rend un coup d'État possible. Rendre un coup d'État possible. Donc, alors, sans aller jusque-là, évidemment, Vladimir Poutine est dans une position très inconfortable et donc peut-être qu'il saisira les opportunités qui pourraient se présenter. Donc vous êtes plus nuancé, vous penchez pour le non, mais vous dites... Rien n'est impossible. Mais néanmoins, il reste un problème essentiel, c'est effectivement le problème du territoire. C'est-à-dire que si les Chinois veulent protéger la souveraineté sur les territoires, ils n'ont encore pas reconnu la souveraineté russe sur la Crimée. Et ça, je pense que c'est la ligne rouge pour les Russes, évidemment. Donc, non, mais vous faites bien de le rappeler. La Chine n'a jamais reconnu l'annexion de la Crimée par les Russes. Et la Chine a encore moins reconnu l'annexion des 4 oblasts par les Russes. Et pour cause, la Chine est attachée fondamentalement à l'intégrité territoriale de chaque nation, puisque la Chine tient absolument à ce que Taïwan reste à 100% chinois. Et on connaît bien sûr les données du conflit là-bas. Et vous, général, est-ce que vous y croyez ? C'est une grande manœuvre chinoise. N'oublions pas, on a affaire aux 5 membres du Conseil de sécurité, la Russie d'un côté, l'Ukraine, mais l'Ukraine soutenue par les 3 autres, États-Unis, Grande-Bretagne, France. Et la Chine se présente avec un plan de paix. Très difficile, à mon avis, de dire niet ou non au plan chinois. Donc, le plan chinois va partir à... Mais qu'est-ce C'est comme ça que vous expliquez la réaction américaine qui est balancée. Et qu'est-ce qui va rester ? L'initiative chinoise. Parce que c'est celle-là qui va porter dans le monde. C'est les Chinois qui portent une présentation d'un plan de paix. Il va sombrer. Je suis bien d'accord qu'il va sombrer parce qu'il ne va pas être accepté par les Ukrainiens, parce que les Russes vont trouver que la définition de la souveraineté n'est pas la même d'un côté ou de l'autre. Et donc, il ne sera pas accepté. Mais il va rester... il ne sera pas accepté. Vous en avez la certitude. Pas que sera accepté. Par contre, il va rester l'initiative. C'est-à-dire ceux qui apportent une tentative de paix dans le monde... Ça, d'accord. C'est eux. Mais notre sujet, ce n'est pas tellement le prestige chinois, c'est la possibilité d'une fin de la guerre. Alors, la fin de la guerre... Qui peut faire fléchir Poutine
à part la Chine. C'est ce que nous dit Renaud Girard. Mais celui qui dira, à mon avis, celui qui dira le premier non au plan chinois aura perdu. D'accord, mais... Pour la paix. Pour la paix. Vous savez, ceux qui peuvent faire fléchir Poutine, c'est très simple, hein. Ce sont les Ukrainiens. Oui. C'est ce qu'ils font depuis un an. Voilà. Par la force. Oui, mais Par la force. Voilà, mais quand la guerre, c'est la force. Donc, c'est pas tellement, Jean-Dominique, que vous dites la Chine ne peut pas arriver à imposer son plan de paix, c'est que vous dites de toute façon on ne peut pas parler de paix aujourd'hui. La seule solution, c'est la reconquête territoriale d'un point de vue militaire de l'Ukraine. Non, ce que je dis que tant qu'on ne sait pas si les opérations militaires en cours réussissent ou échouent, c'est cette option qui est sur la table. Le jour où il y aurait un double échec russe et ukrainien militaire sur le terrain, là, peut-être qu'il pourrait y avoir une opportunité diplomatique. Mais pour l'instant, je n'y crois pas. Pour l'instant, on n'en est pas là. Kélia ? Moi, j'ajouterais aussi qu'il y a quelque chose dans ce plan chinois qui est moralement tout à fait inacceptable pour l'Ukraine et pour l'Occident. Parce que, en effet, comme cela a été indiqué, pardon, on ne parle pas de l'agression, on ne parle pas du pays agressé, et on demande la levée des sanctions. C'est-à-dire, c'est une gratification de l'agresseur. Oui, mais vous avez entendu Volodymyr Zelensky. Lui, il semble dire, voilà, ça, ce sont des mots, mais l'essentiel pour lui, c'est l'affirmation par la Chine du principe de la souveraineté territoriale. Ensuite, la Chine s'affiche en ami de la Russie, donc elle continue à s'afficher en ami de la Russie en disant lever des sanctions, en ne désignant pas d'agressé ou d'agresseur, mais est-ce que ça n'est pas un habillage ? C'est à voir. C'est à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les prochaines semaines vont être cruciales, puisque chacun va placer ses pions. Les opérations qui vont avoir lieu dans les jours et les semaines à venir vont peut-être être les opérations qui vont définir les conditions des négociations futures. Et donc, chacun va donner ses dernières forces, entre guillemets, pour essayer d'avoir une position la plus favorable possible à l'ouverture d'éventuelles négociations. Alors, il y a un autre petit élément, si on veut jauger des éléments qui pourraient faire fléchir Vladimir Poutine, c'est cette visite du chef de la diplomatie saoudienne à Kiev. C'est-à-dire que du moment que la Russie s'affiche ouvertement avec l'Iran, ça provoque des réactions en chaîne. On a vu qu'Israël, qui gardait ses deux fers au feu, se mettait du côté de l'Ukraine, et c'est le cas désormais de l'Arabie Saoudite. La Russie observe ça. La Chine n'est pas du tout décidée à livrer des armes à Moscou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça semblerait l'avertissement américain. On comprend bien sa logique. Or, de l'autre côté, les soutiens affluent quand même pour l'Ukraine. Donc est-ce que ça ne peut pas aussi accélérer la prise de conscience de Poutine ? Je sais ce que vous allez répondre, Jean-Dominique. Laissons d'abord les armes parler. Laissons d'abord les offensives se faire. Non, mais je pense que c'est tout à fait entendable. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien en termes diplomatiques. Beaucoup de choses se passent en termes diplomatiques. Ce que je pense simplement, c'est que ça ne peut pas déboucher pour l'instant. Mais effectivement, il y a des contacts, il y a des discussions, il y a des interrogations. Et surtout, je crois qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Les pays du Sud, comme on dit, donc qui sont ni les Russes ni les Occidentaux, jouent les deux cartes en même temps. Ils sont dans des logiques opportunistes et ils ne se rangent pas derrière l'Occident. Les Saoudiens ne se rangent pas derrière l'Occident. Ils continuent avec le pétrole à être plutôt d'accord avec les Russes. Donc ils sont vraiment dans des stratégies opportunistes. Pour eux, cette guerre n'est pas leur guerre. Nous, c'est notre guerre. Pour eux, non. Donc les Turcs sont un peu dans cette situation, les Indiens sont dans cette situation. Même, ce serait maintenant les Chinois, qui sont plutôt, franchement, même du côté russe, mais en même temps, ils ne vont pas mourir pour Poutine. Mais ils ne veulent pas qu'il perde. Ils ne veulent pas qu'il perde. Mais ils ne veulent pas qu'il perde. Pour lui.